Je tiens à remercier le professeur Belkhadir et la Ligue de lutte contre le diabète pour tous les efforts fournis. Grand bravo. Et aujourd'hui, un thème vraiment d'actualité, c'est le tissu adipeux cardiaque et le risque cardiovasculaire. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Eh bien, pour commencer, une première question. Quelle est la part de l'obésité dans la contribution à la mortalité cardiovasculaire? Eh bien, les dernières études nous montrent que 40% de la mortalité cardiovasculaire est liée à l'obésité. Donc, c'est vraiment l'obésité est un grand facteur de risque cardiovasculaire. Et deuxième chose importante, c'est que ces 40 dernières années, l'obésité chez l'enfant est multipliée par 10. Elle s'est multipliée par 10, c'est-à-dire que l'avenir est obèse. Et donc, si on prend en compte ces deux paramètres, l'obésité est un facteur de risque très important d'avoir un problème cardiovasculaire. 2, elle ne fait qu'augmenter dans l'avenir. Eh bien, il va falloir faire quelque chose et rapidement. Donc, la première évaluation, et celle qu'on avait l'habitude de faire, c'est avec l'IMC, mais on se rend compte que cet IMC n'est pas très fiable, n'est pas très corrélé au risque cardiovasculaire, et il y a des paramètres qui sont mieux corrélés, comme le tour de taille, en anglais waist circonférence, ou encore le tour de taille rapporté à la taille, ou encore mieux, le tour de taille par rapport au tour de hanche. Et ce rapport que mes amis endocrinos connaissent très bien, eh bien, est un bon reflet, très bon reflet du risque cardiaque, parce que pour le même IMC, une personne qui a un rapport élevé supérieur à 1 chez l'homme, on va dire 0,9 chez la femme, et bien plus ce rapport augmente, tour de taille sur tour de hanche, et plus le risque cardiovasculaire est élevé, et je répète, pour le même IMC. Donc, c'est un bon paramètre. Mais aujourd'hui, on est là pour des paramètres qui sont encore meilleurs que ce tour de taille sur tour de hanche qui est corrélé. Ces paramètres-là, c'est quoi? Eh bien, c'est le tissu adipeux sous-cutané, mais surtout viscéral, et en particulier, on va parler de l'adiposité autour du cœur, c'est-à-dire péricardique. Et depuis quelques années, il y a beaucoup de publications sur le tissu sous-cutané, le tissu viscéral et l'adiposité viscérale. Et ces paramètres, voici sur une image, qu'est-ce que ça donnerait? Le tissu sous-cutané adipeux et le tissu viscéral adipeux, tous les deux étant corrélés au risque cardiométabolique. Et regardez par exemple, pour deux personnes qui ont le même âge, même sexe, et le même IMC, et encore plus, le même pourcentage de masse grasse, à gauche, vous avez un individu qui a un tissu sous-cutané et viscéral plein de graisse, et au total, sur le scanner, on arrive à détecter presque 6 litres de graisse interne. Eh bien, celui-là, même s'il a le même IMC qu'à droite, même âge, même sexe, est à un risque beaucoup plus élevé. Celui qui est à gauche a un risque beaucoup plus élevé que celui qui est à droite, qui n'a pas beaucoup de graisse viscérale ni sous-cutanée. Donc déjà, avec un scanner, la graisse sous-cutanée, la graisse viscérale sont corrélées au risque cardiaque. Mais on va aller encore plus profondément autour du cœur pour voir ces nouveaux paramètres, le tissu adipeux péricardique et le tissu épicardique adipeux, et ces deux sont corrélés au risque cardiovasculaire, mais intéressant, ils sont corrélés encore plus spécifiquement à la fonction ventriculaire gauche et à
l'insuffisance cardiaque et au risque d'insuffisance cardiaque. Donc, juste un chiffre pour démarrer ça, c'est que l'augmentation ou la déviation d'une dérivation standard du tissu adipeux péricardique, s'il y en a un tout petit peu plus, une déviation standard augmente la mortalité, toute cause, de 34%. C'est dire que la corrélation est très forte. Je voulais vous montrer un petit peu cette graisse péricardique et épicardique pour voir un peu la différence. Donc ici, c'est la graisse épicardique, vous la voyez, et la graisse péricardique autour du cœur, qui sont toutes les deux corrélées au risque cardiaque. Et si on voulait y ajouter, il y a même le fat paracardiaque, c'est-à-dire la graisse tout autour dans l'enveloppe du cœur viscéral. Voilà. Donc, ces tissus adipeux péricardiques et le tissu adipeux épicardique, on peut les mesurer, cette graisse, grâce à un scanner, et on peut avoir de façon précise la surface, les dimensions de la graisse, et ainsi faire un pronostic cardiovasculaire, comme vous pouvez le voir sur ces images scanographiques. Donc, c'est une grande avancée. On ne l'utilise pas encore de façon courante chez nous en cardiologie, mais il est certain que ça va voir le jour de façon formelle et que ce sera un paramètre capital dans l'évaluation. Et des études qui ont été faites sur ça, elles ont corrélé le tissu adipeux au risque d'insuffisance cardiaque, et comme on peut le voir sur les courbes de gauche, la mortalité par insuffisance cardiaque ou en bas par mortalité toute cause sont nettement plus élevées chez les personnes qui avaient un péricardial adipose tissu élevé par rapport à ceux qui avaient peu de graisse péricardique. Donc, beaucoup de graisse péricardique, gros risque d'insuffisance cardiaque. Beaucoup de graisse viscérale, beaucoup de risque d'avoir une insuffisance cardiaque. Par contre, le risque d'insuffisance cardiaque n'est pas augmenté par la valeur du tissu adipeux sous-cutané. C'est important parce qu'on connaît bien ces petites machines qui nous calculent en quelque sorte la masse grasse ou encore qui dépend aussi de ce tissu adipeux sous-cutané. Eh bien, il n'est pas corrélé à la mortalité ni au risque d'insuffisance cardiaque dans cette étude-là. Alors, voici la vision classique de l'obésité comme favorisant l'hypertension, le diabète, la dyslipidémie et les comorbidités, et c'est par ce mécanisme qu'elle donne des événements cardiaques. Ça, on va dire que c'est en phase d'être oublié, et c'est comme ça aujourd'hui qu'on voit cette obésité, ce tissu adipeux péricardique, tissu adipeux épicardique, par le biais de nombreuses molécules et de nombreuses protéines vont avoir une action sur les événements cardiaques. Et en particulier, je voudrais citer la leptine. On n'a pas le temps de s'allonger sur ça, mais la leptine augmente le stress oxydatif, induit la dysfonction endothéliale, elle réduit la contractilité myocardique et elle donne une inflammation, elle est pro-athérogénique, etc. Contrairement à l'adiponectine, qui a un rôle de diminuer le cholestérol, elle augmente la sensibilité à l'insuline. Donc, chez les personnes qui sont obèses, la leptine augmente, et cette leptine qui augmente l'oxydation des acides gras, augmente les ROS, c'est-à-dire radical oxygène species, c'est tous les radicaux libres, augmente la consommation d'oxygène, augmente l'inflammation. Bref, c'est la bête noire. Et c'est pour ça que plus la personne est obèse, elle augmente ses leptines, elle diminue l'adiponectine. Et il y a un papier très intéressant, c'est le rapport tout simplement adiponectine
sur leptine. Il est prometteur comme index de risque cardiovasculaire. C'est très intéressant et donc il suffirait dans l'avenir, une fois que c'est vraiment reconnu par les instances, d'utiliser ce rapport-là et plus il est bas, eh bien plus on sait que à ce moment-là, le risque cardiovasculaire est élevé. Voilà. Je voudrais discuter 2 mots sur la thérapeutique et on sait que les thérapeutiques pour diminuer l'obésité dans l'insuffisance cardiaque, on sait qu'il y a des médicaments qui sont relativement anciens comme l'orlistat, plus récents comme l'iraglutide ou encore plus récents dans les études, la tabagliflozine et l'empagliflozine. Et à ce point-là, je voudrais signaler juste un papier intéressant de l'année dernière qui corrèle la présence de tissus adipeux sous-cutanés chez les personnes non diabétiques avec le risque d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite et surtout l'empagliflozine qui diminue le tissu adipeux épicardique. Dans cette étude-là, les personnes qui avaient pris l'empagliflozine diminuaient le tissu adipeux épicardique. C'est très intéressant. Maintenant, de là à dire que c'est une thérapeutique, on n'y est pas encore, mais ça pourrait éventuellement expliquer les bénéfices de l'empagliflozine dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. C'est là où il y a le plus d'adiposité, reste à le prouver dans l'avenir. Alors, dernier point, c'est aussi des explications récentes grâce à ça. On vient de dire qu'on pourrait expliquer l'amélioration ou les bons résultats de l'EMPA dans l'insuffisance cardiaque par cette graisse épicardique. On a d'autres choses qu'on peut expliquer, un vieux mystère qui s'appelle l'obésité, le paradoxe de l'obésité. Eh bien, c'est quoi le paradoxe de l'obésité? C'est quand la personne est obèse, qu'elle fait une attaque cardiaque, elle s'en tire mieux qu'une personne qui est maigre ou qui a un IMC normal. Une fois qu'elle est malade, eh bien, qu'elle fait une attaque cardiaque, si elle est obèse, eh bien, meilleur pronostic. Et meilleur pronostic aussi après un accident vasculaire cérébral. Les personnes en surpoids et obèses ont une meilleure survie. Ce paradoxe de l'obésité, on le connaît depuis une dizaine d'années et on a toujours eu du mal à le comprendre. Et même en faisant un stenting des coronaires, eh bien, les obèses ont un meilleur pronostic. Ça, c'est des choses qui sont vérifiées et qui sont certaines et mystérieuses. Pourquoi? Comment ça se fait? Eh bien, une des explications, c'est la suivante, c'est que une fois qu'il y a une attaque cardiaque, par exemple, eh bien, le tissu adipeux cardiaque a la possibilité d'avoir une action d'angiogenèse, c'est-à-dire augmenter les ramifications, ce qui va réduire la taille de la zone infarcie, et ça réduit donc la zone de l'infarctus et ça permet une meilleure fibrose cardiaque. C'est une explication potentielle de l'explication de l'obésité paradoxale, le paradoxe de l'obésité. Et ce paradoxe de l'obésité, peut-être qu'on a aujourd'hui une explication, ce serait ce tissu cardiaque adipeux autour du cœur. C'est vraiment des choses nouvelles, mais qui prennent de l'ampleur. Et pour terminer, je dirais que une personne maigre, une personne maigre, quand elle est malade, elle va mourir rapidement après sa maladie, par exemple attaque cardiaque ou AVC, et une personne, exemple 74 ans, une personne obèse, quand elle fait sa maladie, eh bien, elle va mettre plusieurs années avant de mourir de façon générale. Exemple, à l'âge de 65 ans. C'est pour ça que je vous ai choisi ça, parce que c'est vraiment
l'explication, en quelque sorte, elle se trouve chez ces deux personnes que nous apprécions tous, un qui s'appelle Laurel, l'autre qui s'appelle Hardy, puisque Laurel a une attaque cardiaque, il était maigre et il est mort juste 4 jours après. Hardy, lorsqu'il a eu une attaque, eh ben, il a survécu 4 ans après et il est mort en 57 à l'âge de 65 ans. Et ce qu'on constate, c'est que celui-là qui était maigre a vécu plus que celui qui était obèse, mais le maigre, une fois qu'il a son attaque, il va mourir plus rapidement que l'obèse qui va survivre. C'est le paradoxe de l'obésité. Et comme Laurel et Hardy, je vous dis à bientôt. Au revoir.